avec vous, d'une certaine façon peut-être sur là aussi, comme l'a évoqué le directeur général, un retour un peu en arrière pour bien comprendre d'où on est parti et où est-ce qu'on veut aller pour tracer un peu ce chemin ensemble. La question de l'outil de pilotage pour les personnels d'encadrement, déjà il y a une petite nouveauté par rapport à la réflexion qu'on avait pu mener il y a 4 ans. On n'est plus simplement avec les personnels d'encadrement. Il faut justement ouvrir. On est là aujourd'hui avec des référents techniques. C'est très important de réfléchir désormais autrement. On est là avec des référents pédagogiques. Il faut absolument que la pédagogie et la technique se comprennent pour qu'on puisse réfléchir au pilotage, aider en tout cas nos collègues chefs d'établissement à la question du pilotage dont ils ont d'une certaine façon la responsabilité. Guillaume, qui est avec nous à nouveau, avait présenté, et à l'époque il était à Dijon, avait présenté l'outil qui servait ou qui était en usage dans l'académie de Dijon. Il y a eu des évolutions, il va nous en parler. Et donc c'est intéressant effectivement que 4 ans après, que sont devenus les outils d'autopositionnement et comment peut-être l'outil d'autopositionnement a été utilisé dans vos établissements. Nous, au niveau du siège de la MLF, on a souvent encouragé, pour ne pas dire autre chose, le renseignement de la grille d'autopositionnement. On vous questionne au moment de nos rencontres, cette fois-ci en conférence d'orientation stratégique. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous vous êtes positionné par rapport à ces paliers de maturation qui étaient à franchir? Est-ce que vous avez associé l'équipe? Est-ce que vous avez renseigné ce document tout seul? En gros, les questions classiques. Et c'est vrai qu'on a toujours trouvé finalement toutes les formules. Une équipe de direction limitée à un chef d'établissement, un adjoint, éventuellement le directeur primaire pour rapidement renseigner le document en question, ou une équipe plus élargie, voire éventuellement associant un conseil pédagogique, mais on n'a jamais trouvé la bonne formule. Et puis finalement, c'était toujours très parcellaire et pas forcément significatif de ce qu'est effectivement la stratégie numérique d'un établissement de la MLF, mais sans doute ailleurs. Là aussi, Guillaume va pouvoir nous éclairer sur la façon dont cet outil a pu être utilisé. Donc je crois qu'il est important, et c'est le sens de ce premier atelier, en tout cas sous l'angle technique, on en aura un autre tout à l'heure sous l'angle pédagogique, de se poser aujourd'hui les questions de l'usage de cet outil déjà, des outils que vous avez peut-être vous-même développés, des outils propres, en tout cas se poser la question de l'autopositionnement, des outils de pilotage, cette fois-ci, en tout cas pour ce début d'après-midi ou cette poursuite d'atelier, des usages du point de vue, vous, référent technique. Donc le positionnement qui est important aussi, que parfois peut-être négligé. Guillaume, un complément par rapport à ça? Oui, les convictions qui ont présidé à cette proposition, à cette évolution, c'est toujours les mêmes. C'est l'idée que établir un autodiagnostic, ça peut être utile, et que il semble plutôt intéressant de le faire de façon partagée, d'arriver à mobiliser le plus possible autour de l'équipe de direction, les personnels, les enseignants, et au-delà, pour se mettre d'accord sur ce diagnostic. La deuxième chose, c'est que ce n'est qu'un outil et que ce diagnostic, si possible élaboré de façon partagée, ce n'est que le point de départ d'un projet avec l'idée que le document peut donner des idées, peut inspirer à établir un projet. Autre conviction, ça rejoint quelque chose qui a été dit là précédemment, c'est que ça prend du temps et qu'il faut aussi se donner du temps, sans doute avoir quelques objectifs de façon annuelle. L'intérêt aussi d'avoir quelque chose de formalisé, c'est que ça permet d'avoir une trace. Quand on regarde 1 an après ou 4 ans après, ça permet de se dire, de regarder le chemin qui a été parcouru. Voilà les principes qui pouvaient fonder cette démarche. Donc, nous sommes basés sur la réflexion de l'outil, sur la partie pédagogique, sur quelque chose d'assez nouveau pour nous tous, puisque quand on est en France, ou plus particulièrement en académie, les établissements n'ont pas à réfléchir le pendant technique de leurs établissements. Ce sont les académies, le ministère, qui vont mettre en place tout un système
de sécurité, de redondance des matériels, le choix des matériels dans chacun des établissements pour s'assurer donc le meilleur fonctionnement du numérique pour la pédagogie. Dans le cas de la MLF, tout cet aspect technique, ce sont aux chefs d'établissement et aux référents techniques de le construire. Et pour le construire, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Dans le monde des systèmes d'information, il existe une norme, la norme ISO 27001. Cette norme ISO 27001 est très importante pour nous puisque c'est la norme de référence des systèmes d'information et c'est cette norme-là qui va être utilisée pour tous les problèmes juridiques, problèmes d'assurance qu'on peut rencontrer dans un établissement scolaire. Pour être clair, si votre salle informatique venait à prendre feu dans votre établissement scolaire, l'assurance pourrait très bien se retourner contre vous en vous disant « vous n'avez pas respecté la norme ISO 27001 et donc nous ne prendrons qu'une partie des frais de remboursement ». C'est pour ça que toutes les questions techniques que l'on a formulées représentent 10% de la norme ISO 27001 et qui va permettre à nous tous d'atteindre un niveau de maturité sur la partie technique de nos systèmes d'information. Je vais aller afficher en grand le menu. Je suis obligé malheureusement d'aller au fond de la salle. Ah oui, on n'a pas oui, le câble est cassé. un problème technique. Petit problème technique. Alors, qui n'est pas familier de l'outil dont on est en train de parler, dans cette version-là ou dans une autre, peu importe. En tout cas, qui n'est pas familier du tout de cet outil-là d'autopositionnement? Une personne? 2, 3, 4? Est-ce que c'est assez lisible ou il faut que je grossisse le texte? C'est un peu petit? Oui. Pardon, excusez-moi. Bon, vous avez le pendant papier qui sert toujours, comme quoi tout ceci est complémentaire. Donc, cette grille propose plusieurs niveaux à pallier, à atteindre sur les réflexions, la maturité des systèmes d'information et regroupée en plusieurs domaines. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à contrôler avec... Okay. Donc, on a plusieurs paliers. Le premier palier qui est le pilotage, vraiment pour le chef d'établissement, pour piloter cette réflexion numérique dans son établissement. On va avoir toute une partie dédiée aux équipements et aux infrastructures qui vont vraiment se poser les questions techniques sur le matériel. Une partie vraiment de bis qui va vraiment là se positionner sur les systèmes d'information. Tout à l'heure, le directeur général en a parlé dans son allocution d'ouverture. Tous les établissements commencent à voir émerger au sein de leurs établissements des systèmes d'information. Ces systèmes d'information vont découler de la mise en place de process, de workflow et de réflexion pour mener à bien et garantir la stabilité et la sécurité du numérique dans l'établissement. Enfin, une troisième partie sur les ressources et une partie sur les usages pédagogiques, éducatifs et l'accompagnement à la formation. Donc, beaucoup de ces parties-là sont à voir sur le volant pédagogique, donc l'autre atelier qui suit celui-là. Et nous, aujourd'hui, nous allons vraiment nous concentrer sur les deux premières parties que sont le pilotage et les deux pendants sur les systèmes d'information. Est-ce que c'est compréhensible pour tous? Donc, ces trois niveaux de maturité à atteindre vont définir des paliers par rapport à des questions qui sont posées. Et tout ce qui va être en relation avec les systèmes d'information, vous avez les chapitres
de la norme ISO 27001 qui sont indiquées pour permettre d'approfondir, si vous avez déjà atteint le niveau 3, de ne pas attendre et de pouvoir continuer ces chapitres pour avancer sur ces parties-là. Donc, au niveau du pilotage et sur la partie des usages, une des premières pierres angulaires du système d'information vont être les chartes informatiques, les conditions d'utilisation des outils. Puisque un élève ou un professeur qui ne respecterait pas la charte pourrait se retrouver, comment le dire, pas punissable, mais pouvoir être mis en défaut. Si il n'y a pas cette charte, nous on ne peut pas reprocher les usages borderline que les élèves feraient. Si un autre élève harcèle un autre élève au travers d'un outil comme un ENT dans un établissement, mais qu'il n'y a pas de charte qui stipule que le harcèlement est interdit au travers de l'outil, ou que l'envoi de messages à caractère haineux est interdit, on ne pourra pas reprocher à un élève de l'avoir fait. L'élève pourrait très bien se retourner et dire « bah oui, mais ce n'était pas écrit dans la charte ». C'est écrit dans le règlement intérieur pour cette partie-là. Mais si on tire le trait au possible, puisque s'il est à l'extérieur de l'établissement, puisque l'ENT se fait aussi également à la maison, il pourrait très bien dire « bah oui, mais moi, c'était pas écrit », ou alors bah, « j'ai modifié les notes de mes petits camarades parce que j'ai récupéré le code du prof, on m'a jamais dit que c'était interdit ». Parce que c'était pas écrit. On est d'accord que moralement, de toute façon, c'est pas bien. Mais il faut assurer un cadre pour tous les usages possibles et réfléchir à ces textes réglementaires. Donc ça, c'est vraiment sur cette partie-là. Je ne sais pas si... Oui, enfin, on peut débattre, on pourrait débattre. C'est vrai qu'il y ait une charte et qu'il y ait quelques éléments de base sur les bons usages. Ensuite, j'allais dire, le bon sens doit primer aussi, et sur les questions effectivement éducatives qui seraient limites, je pense que tout un chacun, en tant que responsable d'établissement, sait comment agir et comment faire en sorte qu'il puisse s'appuyer sur un texte et rappeler un élève à l'ordre. Je pense que sur la dimension technique, on peut peut-être aller plutôt sur le terrain suivant des équipements et de l'infrastructure, enfin, tout, il me semble concerner nos collègues cet après-midi. Oui, effectivement. Donc, une des premières parties, ça va vraiment être la gestion et le suivi du parc informatique. Nos établissements, on a de plus en plus d'outils informatiques, PC, terminaux mobiles, tablettes, smartphones, ordinateurs portables, et cette gestion de parc doit être facilitée pour assurer sa pérennité. Quand on se retrouve dans un établissement scolaire où il y a plus de 4000 ordinateurs à gérer, on ne peut pas garantir, vu la taille de nos équipes, le bon fonctionnement de ces équipements. Donc pour cela, on va mettre en place des mécanismes, des réflexions pour automatiser, faciliter le travail sur la gestion de ce parc informatique. Par exemple, sur la partie 3 de la gestion du parc informatique, on va pouvoir utiliser des logiciels qui automatiquement vont scanner le réseau de l'établissement pour détecter le matériel, identifier le propriétaire et les usages de ce matériel. Si un usage venait à être détourné ou mal utilisé, on pourrait tout de suite le voir et corriger les actions. Pour le recyclage également des équipements. Malheureusement, à l'heure actuelle, on vit dans une société avec une obsolescence programmée sur le numérique de plus en plus importante. Et le vieux matériel doit être recyclé pour éviter que des données fuitent à l'extérieur. Un cas concret, un PC de l'administratif qui contiendrait les documents comptables, des documents administratifs, le PC est pris et jeté, le disque n'est pas réellement formaté, c'est-à-dire que les données sont facilement accessibles derrière, puisque en simple, un disque dur est composé de deux parties, une partie d'un annuaire et d'une partie qui contient réellement les données. Quand on fait un formatage rapide, ce sont seulement l'annuaire qu'on efface. Et donc, il existe des logiciels
qui vont scanner l'ensemble du disque dur et récupérer les fichiers, même après une dizaine de formatages. Donc, quand on va prendre un équipement et qu'on va vouloir le recycler, si les disques durs ne sont pas complètement nettoyés, vidés et réinitialisés, on peut avoir une fuite de documents. Et dans le cadre de la réglementation sur la protection des données, on est potentiellement amendable pour ne pas avoir mis des mécanismes en place pour éviter la fuite des données. Les ordinateurs administratifs, surtout les ordinateurs portables, c'est vraiment indispensable ou ça ne nous protège pas de... Ah, c'est un mécanisme de protection, puisque les données étant chiffrées, elles ne sont pas accessibles. Parce que nous, ce qui nous est arrivé, par exemple, on a perdu un ordinateur, on l'a récupéré heureusement, mais on a eu très peur parce qu'il y avait des données. Du coup, moi, j'ai imposé à tous les ordinateurs administratifs, surtout les portables mobiles qui sortent de l'établissement, d'être tous cryptés. Parce que des fois, justement, on ne peut pas détruire le disque dur ou le formater en profondeur. Donc, je pense qu'il y a toujours une couche systématique qu'on doit avoir aujourd'hui, surtout avec la mobilité des appareils et des données, c'est crypter le disque dur. Après, effectivement, apparemment, il y a des failles aussi dans les systèmes de cryptographie. Mais bon. C'est ça. Donc, au niveau des systèmes de cryptographie, je recommande vraiment d'utiliser les classiques, méthodes d'encryption SHA, éviter tout ce qui est elliptic curve parce qu'elles sont malheureusement pas si sécurisées que ça. Mais il y a un autre élément, c'est-à-dire que pour aller vite, à l'heure actuelle, les ordinateurs stockent les clés de chiffrage en fait dans les barrettes de RAM. Et il est très facile en fait de prendre ces barrettes de RAM et d'extraire les données de chiffrage. Un des meilleurs moyens pour vraiment nettoyer un disque dur, c'est 2 coups de perceuse dans le disque dur et de le passer au micro-ondes. Là, au moins, je ne plaisante pas, là au moins on est sûr que les données ne seront jamais accessibles. C'est une cuisine numérique. Ça marche aussi avec les clés USB, ça fait quelques étincelles, mais au moins on est sûr que les données ne seront jamais utilisées. Voilà, pour cet aspect-là. Voilà. Non, le micro-ondes ne souffre pas. Évitez de le faire dans le micro-ondes de la cantine, on aura moins de problèmes avec la HACCP, comme ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont effectivement, qui peuvent paraître toutes bêtes de se dire qu'on recycle des choses. Il y a une banque en France qui est le Crédit Agricole, qui, dans une de ses succursales en province, s'est retrouvé à perdre tous leurs dossiers clients parce qu'ils avaient vendu le parc informatique mais n'avaient pas formaté correctement les disques durs. Et là, ils se sont fait amender et ça s'est très mal passé pour eux. Donc, c'est des actions qui sont toutes simples à mettre en place, des procédures à réfléchir et à mettre en place. C'est vraiment tout bête, mais ça évite énormément de problèmes. Également sur la gestion des identités. On peut très bien avoir une salle informatique avec PC Labo 1 et n'importe qui accède à l'ordinateur puisqu'il n'est pas protégé ou il y a un mot de passe générique. Si on voulait vraiment avoir un usage du numérique pédagogique, aller au palier 3 permet d'avoir des gestions de nos identités itinérantes, c'est-à-dire que l'élève, passant d'une salle à l'autre, d'un terminal à l'autre, continue de retrouver ses documents de travail, ses accès aux ENT et ses paramètres de profil. Ce qui va permettre à un élève de pouvoir rapidement se lancer dans l'activité pédagogique. On ne va pas être « ah oui, mais il faut que je télécharge le document parce qu'il était dans l'ENT ». Là, on va pouvoir mettre en place des mécanismes de session itinérante pour permettre aux élèves, mais également aux professeurs, d'accélérer leur mise en place pédagogique. Donc, bien évidemment, sur les accès aux terminaux, des mots de passe forts sont à recommander et également des mécanismes pour permettre à ces mots de passe d'être changés régulièrement. Ça fait partie des bonnes pratiques à mettre en place. Un des éléments ensuite sont donc la sécurité des terminaux. Est-ce que tous les terminaux ont un antivirus? Et même si dans ce document on utilise le terme d'antivirus, on peut bien évidemment l'élargir à toute la partie des choses qui sont malsaines sur un ordinateur, anti-malware, anti-adware, anti-ransomware, etc. etc. Il en existe beaucoup. Au niveau 1, il faut juste avoir un antivirus sur l'ensemble des postes du réseau. Et au niveau 3,
la gestion de l'antivirus est sur des consoles centralisées. Et on va pouvoir mettre en place des mécanismes de sécurité liés au protocole que l'on aura choisi de mettre en place. Par exemple, nous, au siège, nous utilisons une console centralisée avec les collègues. Et quand nos collègues sont en déplacement et qu'ils chopent des virus, on n'a pas besoin d'intervenir physiquement sur l'ordinateur. On a mis en place des procédures qui vont nettoyer, identifier les menaces et surtout nous alerter. Puisque quand un PC se fait infecter régulièrement, on pourra déterminer qu'il existe un problème. Sur la sauvegarde, beaucoup d'établissements à l'heure actuelle possèdent des serveurs, que ce soit pour du Windows Active Directory ou pour héberger des services comme Pronote, GLPI. À l'heure actuelle, il est important d'avoir un système de sauvegarde performant et réfléchi. Si on fait la sauvegarde à un seul endroit dans le réseau et que c'est au même endroit que la salle informatique et que cette salle informatique malheureusement venait à subir un incendie, une inondation, etc., etc., on perdrait l'ensemble des données. Donc réfléchir à des mécanismes pour assurer des sauvegardes dites froides, c'est-à-dire déconnectées du réseau pour éviter toute malversation, piratage et autres, et à l'extérieur de la salle informatique est très important. Mais son autre pendant qui est très important, c'est de faire des tests de restauration. Ça nous est déjà arrivé, nous, d'essayer de lancer des restaurations suite à des problèmes et de se rendre compte que ça faisait 2 mois, malheureusement, que les sauvegardes, en fait, étaient corrompues. Ça arrive, il est important de faire au moins une fois par an, et si possible de façon trimestrielle, une restauration complète des systèmes afin de s'assurer que les procédures de sauvegarde et de restauration sont conformes, utilisables et en adéquation avec ce qui est attendu, mais surtout de s'assurer que les sauvegardes soient bien réalisées et ne présentent pas de problème. L'avantage d'avoir une sauvegarde qui est séparée du réseau et isolée sur un disque sans accès à Internet présente l'avantage qu'un bon pirate informatique piratera à la fois la sauvegarde et à la fois l'existant. Parce que les 3/4 des gens qui vont restaurer des sauvegardes ne vérifient pas que la restauration n'a pas été corrompue. Et donc, on va saccager volontairement l'ordinateur pour laisser une faille plus petite au moment de la restauration. C'est vraiment le classique du hacking par pinhole qui est très facile à mettre en place et c'est juste des mécanismes humains de non-vérification et on va toujours jouer sur la faille humaine dans nos attaques de piratage. Sur la sécurité des transmissions, à l'heure actuelle, les ENT ou autres services pour les élèves ne sont pas tous en HTTPS. L'HTTPS est un protocole sécurisé et qui permet d'éviter que n'importe qui écouterait sur le réseau puisse identifier les données en clair. Pour cela, nous, on recommande l'utilisation de pare-feu, mais également de séparer physiquement ou virtuellement l'administratif du pédagogique. Puisque un élève qui accéderait à un réseau et que les deux réseaux sont complètement mélangés et qu'il utiliserait des logiciels très simples, il existe des vidéos YouTube sur Internet, il n'y a pas besoin d'être informaticien, pourrait écouter le trafic réseau et intercepter par exemple un code Pronote d'un enseignant ou alors un accès à la base Factos. C'est très facile, c'est des mécanismes qui ne sont pas sécurisés, les transmissions sont en clair, puisqu'on est souvent sur des boucles locales. Donc, d'avoir une séparation physique ou virtuelle des deux réseaux va permettre d'éviter un piratage, soit de l'administratif vers le pédagogique, mais surtout du pédagogique vers l'administratif, parce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer nos élèves, puisqu'ils font souvent preuve d'énormément de ressources, surtout via Pronote. Je vous invite à taper sur YouTube Hack Pronote. Vous verrez l'ensemble d'élèves qui s'amusent à pirater les Pronotes dans leurs académies pour modifier leurs notes ou modifier les commentaires des bulletins. C'est quelque chose de très facile et d'assez intéressant à regarder par les élèves. On pourra noter bien évidemment l'aspect créatif de ces élèves et de partage via YouTube de ces méthodologies. Il y a un autre atelier qui sera ouvert lui plus tard en soirée avec Erwan. C'est une partie un peu plus dark, paraît-il.
la plupart des soucis qu'on a eus, c'est sur des choses très simples. C'est l'élève était derrière le professeur et a chopé le mot de passe. C'est rarement du hacking très développé, et c'est plutôt, comme vous le dites, sur des failles humaines. J'ai prêté mon iPad parce que l'élève avait oublié le sien, et on se retrouve avec un élève qui envoie des mails parce que la session n'était pas fermée. Voilà, c'est l'élève qui était derrière qui voit le mot de passe. C'est des choses assez simples. Ou voire même le mot de passe est sur le vidéoprojecteur. La personne est en train de le rentrer. C'est pour toute la classe sur le vidéoprojecteur. C'est des choses aussi simples que ça la plupart. Les sessions pas fermées d'ordinateur. En sécurité, on dit souvent que le principal danger est situé entre la chaise et le clavier. C'est l'humain. On a mis en place maintenant des mécanismes tellement complexes avec des mathématiques, de la cryptographie, des choses qui sont très difficiles à pirater, alors qu'un humain est vraiment facile à pirater. Une campagne de phishing pour récupérer des mots de passe, c'est 10 minutes de travail pour potentiellement récupérer 30% de mots de passe. Pour un titre d'info, quand nous on a fait des campagnes de phishing à but pédagogique, bien évidemment, donc nous n'avons stocké aucun mot de passe, je vous rassure, on a réussi à avoir des scores sur 2000 personnels de la MLF, avoir récupéré quasiment 48% de mots de passe. Et souvent, les gens utilisent le même mot de passe partout. Donc, une fois qu'un mot de passe est compromis à un endroit, derrière tout ça. Et c'est en ça que les pare-feux sont très intéressants, puisqu'on va pouvoir monitorer le trafic qui est réalisé dans l'établissement et pouvoir protéger l'humain de ses propres erreurs. Il y a une alerte phishing, automatiquement, on va pouvoir créer des règles au niveau du pare-feu pour bloquer ce trafic à l'intérieur du système. Ça ne résout pas la faille, mais ça évitera beaucoup de problèmes. Tu voulais intervenir, Guillaume ? Oui, je voulais réagir sur ce témoignage-là, Jérôme. Les questions que je me pose en écoutant là, ce témoignage, c'est du coup, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité? Est-ce qu'il y a de l'action? Est-ce qu'il y a de l'éducation? Qu'est-ce que vous avez fait dans l'établissement en face de ça? Est-ce que c'est un sujet de discussion? Est-ce que c'est un sujet d'action? Est-ce que c'est plutôt que de basculer, ça figure dans le tableau, mais est-ce que vous imposez des mots de passe complexes, ou est-ce que finalement la solution elle est plutôt dans de l'éducation, des comportements, enfin bref. Est-ce que la sécurité c'est un souci? S'il y a des choses qui surviennent, comment vous traitez ça? Est-ce qu'il y a une politique autour de ça? Voilà les questions que je me pose à la suite de ce témoignage-là. Depuis la rentrée, moi je pense que c'est autour de 80% des soucis de vie scolaire. Puisqu'on est dans des établissements favorisés, on n'a pas de soucis de violence, de non-respect des professeurs, c'est quasi inexistant dans l'établissement. Aujourd'hui, c'est 80% des soucis scolaires depuis la rentrée. Donc, ce que je vous donnais, c'est des exemples réels. C'est le prêt d'un iPad du professeur à un élève, la session n'était pas fermée, l'élève a envoyé des mails à peu près tout le monde. Là, on a un autre souci, je me retourne vers Mohamed, qui est un peu plus compliqué, mais avec la série Pretty Little Liars, dont les adolescents sont fans. On a des envois anonymes signés A, donc on essaye de savoir qui est A. C'est 80% des soucis de vie scolaire aujourd'hui. Et à chaque fois, ce que disait Erwan, c'est sûr, on n'est pas sur des problèmes de sécurité du réseau. On est sur des comportements humains qui sont... on a laissé l'ordinateur. Je vous dis, le mot de passe sur le vidéoprojecteur, là, c'est autre chose. C'est mon neveu, c'est différent. Mais qui a récupéré le mot de passe de sa prof d'anglais. Elle était en train de le mettre, le vidéoprojecteur était allumé. Pendant un trimestre, il a changé les notes d'anglais, effectivement. Du coup, donc ça n'arrive pas qu'aux autres. Voilà. Jusqu'à ce qu'il se fasse déborder et harceler lui-même pour changer les notes. Et c'est à ce moment-là qu'il a réussi à parler. Mais au début, il a changé pour lui, il a changé pour sa copine, la copine du copain, la copine du copain du copain. Et puis quand on a commencé à venir le voir pour changer les notes et le menacer et lui dire t'as intérêt à changer, sinon moi je vais te dire, le jeu a tourné un peu au vinaigre. C'est ce qui l'a fait parler.
Voilà. Mais c'est 80% des soucis de vie scolaire dans ce monde. Donc les soucis existent. Mais parce qu'on est dans des établissements, Ouais. j'imagine que c'est pas la même chose. Et d'ailleurs. du coup, quelle réaction, quelles actions, quelle stratégie en face de ça, ou en état de réflexion, je ne sais pas du tout. C'est pas simple. On essaye de mener des enquêtes rapides et alors c'est sensibiliser les parents, les élèves, les professeurs aussi sur les pratiques. Mais ça touche souvent les 10%, comme on avait dit, des plus réfractaires. Alors ça n'aide pas à dire, bah voilà, j'essaye de faire du numérique et la seule fois où je fais du numérique, finalement ça me retombe dessus. Donc je vais retourner au manuel papier, au moins il n'y a pas de mot de passe il y a pas de mot de passe à rentrer. Souvent ça touche aussi quand même cette frange de professeurs qui est moins à l'aise avec ces technologies parce qu'il ne les utilise pas dans sa vie privée. C'est tout l'enjeu de la tension à laquelle il faut penser, et c'est bien pour ça qu'on réunit tous les publics pendant ces 3 jours, pour ne pas décourager les personnels enseignants auxquels on pense aussi en priorité, c'est-à-dire les invisibles, les réfractaires. Comment on fait pour qu'en effet les questions de sécurité de plus en plus importantes, les questions techniques tout court, ne rebutent pas ces personnels. On a besoin de vous aussi pour les accompagner et faire en sorte que personne ne campe sur ses positions, considérant que c'est à l'autre de faire l'effort. Laura, et puis je souhaite partager notre réflexion et nos actions qu'on a prises au Liban en ce qui concerne ce sujet, parce qu'on a eu les mêmes problématiques. Et ça, ce qu'on appelle le social engineering, c'est essayer de savoir des mots de passe à travers l'observation. On a eu des élèves qui essayaient de parler avec le prof tandis que l'autre filmait ou bien il regardait. On a eu des mots de passe faciles. Donc toutes ces problématiques, on les a, je crois que c'est un cas commun dans tous les établissements. Ce qu'on a essayé de faire, il y a plusieurs actions, des actions techniques et des actions de sensibilisation. Donc, au niveau des sensibilisations, on a fait des campagnes donc cette année scolaire, pour tous les profs. On a cité les exemples, quels sont les risques si un mot de passe est compromis. Donc, ils sont plus sensibilisés, ils font plus attention. En plus, on a forcé le changement de mot de passe et la session, que ce soit de Pronote ou bien de la session de l'ordinateur, du système opératoire, ça se bloque automatiquement au bout de 15 minutes. D'abord, ils vont râler, mais après, ils vont s'habituer et c'est pour leur profit. Ainsi que pour plusieurs actions techniques, on essaye toujours de forcer par une politique de les obliger à prendre des mesures de sécurité, mais en même temps, on a fait des campagnes de phishing et ça va poursuivre parce que ce domaine, il est vaste. Et comme Erwan a dit, on a des clubs de hackers, de petits hackers dans nos écoles, donc ça c'est vrai. J'aime bien. Merci. L'activité extrascolaire. Je voulais juste souligner pour les responsables informatiques, la sensibilisation est très complexe en fait parce qu'on est souvent perçu comme un empêcheur de tourner en rond. Rappeler aux gens qu'il faut mettre des mots de passe complexes ou différents à chaque endroit. Alors là, différents à chaque endroit, là, ça commence déjà à être vraiment problématique. Et en fait, c'est très difficile de trouver le juste équilibre entre arriver à faire comprendre l'intérêt de la sécurisation et ne pas dégoûter l'utilisateur en fait. Et souvent, c'est vrai que pour nous, informaticiens, on est passionnés, donc ça ne nous coûte rien. Et à la limite, c'est presque un challenge de respecter toutes ces normes. Mais on a une vraie difficulté pédagogique avec nos enseignants justement pour leur faire comprendre pourquoi les enjeux de sécurité sont si importants, que le coût en temps et en énergie sur le moment sera forcément rentable par rapport à une vraie difficulté ou ce que ça peut coûter psychologiquement en fait de se faire prendre son compte en tant qu'enseignant et modifier ses notes et s'en rendre compte tardivement. Oui. Rachid de lycée Jean Charcot, j'essaie de vous présenter notre expérience qui a commencé il y a 2 ans. On est des gens qui t'attendent et on t'attend dans toutes les académies. Alors on a pris un outil qui se trouve dans l'académie de Dijon, s'appelle EOL, qui est sur l'open source, c'est-à-dire des logiciels libres. Notre établissement, il part dans un objectif de rester à 100% libre. Et on respecte dans ce choix-là les points que M. Debert a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le partage, le civisme. D'accord. On a pris cette solution qui englobe plusieurs modules et nous, on a pris juste un petit, c'est Scribe.
on a installé des logiciels d'authentification, d'accord, pour les élèves et pour le prof. Donc, chaque élève, dans n'importe où il part, par exemple, il a ses dossiers. Chaque prof aussi. Donc, et même, regarde le cas, par exemple, un élève qui a fait quelque chose d'illicite ou qui a envoyé, donc rapidement, à part ce logiciel, on l'a détecté et on l'a réprimandé avec la vie scolaire et le proviseur. Donc, en ce qui concerne cet outil, c'est de l'open source, elle respecte les normes aussi, donc les normes 27005. La charte informatique, parfois, on installe, mais ce n'est pas respecté, même avec des outils-là, on respecte la charte informatique. La gestion du parc informatique, elle est inclue dedans. Par exemple, lorsqu'on a un problème, rapidement, il apparaît. Le recyclage de matériel, nous, on essaie de voir une idée que M. Daubert l'a dit il y a 5 ans à Charcot, c'est-à-dire que le matériel informatique doit être amortissable pendant 5 ans, non, on fait 7 ans, parce qu'on a des matériels qui datent de 15 ans ou de 10. Donc, le matériel, on le recycle que lorsqu'il est mort définitivement. Donc, nous, on a une petite salle où on récupère toutes les disques durs, on récupère les RAM, on ne jette rien. Donc, tout, on le garde. Ça, c'est pour l'amortissement. Il faut, pour le matériel, pour un bon fonctionnement, il faut penser à cette question de l'amortissement du matériel. Pour la sécurité, on avait des problèmes au début, lorsqu'on n'avait pas ce petit outil, des élèves qui se connectent à des sites qui sont d'accord. Alors, on a essayé de faire avec des solutions libres, donc des filtres. Donc, et ça nous a permis de bloquer tout accès qui ne peut pas être autorisé. Et nous, on a listé manuellement, par exemple, tous les sites, par exemple, pornographiques, d'accord, on les a intégrés dans des listes noires. Juste pour revenir sur, pour revenir sur l'utilisation de ces listes sont très difficiles à maintenir par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était assez facile et on se partageait ces listes blanches et ces listes noires. Maintenant, avec l'usage d'Internet et des VPN type Tor ou autres mécanismes, les élèves arrivent très facilement à contourner ces mécanismes-là. Et il y a un parent d'élève en Angleterre qui a décidé, pour lui protéger ses enfants à son domicile, de mettre en place un système de filtrage directement au niveau du DNS. Donc le DNS, c'est quelque chose, en fait, quand on va taper google.com, on a un ordinateur qui va résoudre ça en adresse IP, puisque les machines, c'est plus facile pour elles de parler. Et donc, en plaçant ce filtrage directement au niveau de la résolution DNS, donc c'est quelque chose de très facile à mettre en place dans un établissement scolaire, puisque c'est au niveau des connexions d'adresse IP, on va définir, voilà, c'est maintenant ce serveur de nom de domaine qui est utilisé, et on va non seulement protéger donc les élèves de sites, donc caractère pornographique, violence, armes, également les proxys associés à ces domaines-là, mais également forcer par défaut sur Google, Bing, Yahoo, le module Safe Search, c'est-à-dire qu'un élève ne pourra jamais désactiver le Safe Search pour faire une recherche, par exemple, à caractère pornographique, mais également éviter que les vidéos YouTube qui correspondraient encore une fois à ces problèmes-là soient également bloquées et filtrées. Donc c'est un mécanisme simple à mettre en place et qui peut aider. Il y a encore deux questions. Au niveau de filtrage, effectivement, on a fait un filtre sur OpenDNS et que maintenant, n'importe quel élève, lorsqu'il se connecte, il ne peut pas sortir, d'accord, de ce filtrage-là. Donc c'est un pare-feu et c'est un filtrage automatique qu'on a créé. Merci beaucoup. Merci pour tout ça. C'est vrai que en plus l'open source nous est très cher pour nos établissements scolaires. C'est gratuit. Voilà, c'est fait. Et
Il y a des... Juste Oui. pour confirmer à propos de DNS et des web filtres, donc dans le pare-feu, parfois, juste avant de venir, on avait eu ce cas. Donc, même si dans les web filtres, on a arrêté une catégorie et on a fait le safe search, on arrive toujours, les élèves, s'ils veulent, arrivent à contourner, par exemple, ils rentrent dans le Translate, ils rentrent sur Google, mais un autre pays. Donc, ce qu'on a fait, on a eu un script qui nous rend toute la liste de Google, on nous a mis dans le DNS, comme vous avez dit. Donc, ça, c'est bloqué. En plus, il y a certains autres moteurs de recherche qu'on a bloqués complètement, parce que c'est impossible même à travers le DNS, donc on a bloqué. Donc ça, il faut essayer, parce que c'est un sujet très critique. Juste par là. Monsieur Lambert. Juste dedans. Juste un commentaire par rapport au Safe Search de YouTube. On l'a testé à Tenerife et il était trop efficace. En fait, il bloquait les 3 quarts des vidéos, même des vidéos. par exemple. Voilà, donc on l'a très rapidement enlevé. Voilà. D'accord. Oui, alors ça c'est malheureusement le problème de ces filtrages qui sont gérés par des machines sur certains types de mots-clés ou de contenus par analyse d'image. Forcément, il y a les trucs qui sont un peu du coup trop proches seront bloqués aussi. L'avantage du système DNS j'évoquais a été maintenant, après 3 ans de recherche et développement, a été mis pour le programme Key-12, donc c'est les écoles, le système de protection des écoles dans les systèmes d'information en Angleterre, et qui contient les meilleurs résultats à l'heure actuelle de filtrage sérieux et justement pas borderline. Donc ça peut justement aider. Parce que du coup, il n'active le safe search que quand c'est nécessaire. Il ne l'active pas juste par défaut. Donc ça peut aider dans ces mécanismes-là. Après, moi, pour pas être négatif, si 80% des soucis de vie scolaire, mais c'est moins d'un usage sur 10 000 qui est malveillant. Nos élèves gèrent les médias sociaux de l'établissement depuis 2 ans sans aucun problème. Ils sont sur l'informatique sans arrêt. On est sur l'iPad 6e à la 3e. Donc il y a extrêmement peu d'usages malveillants sur le nombre d'usages, pour remettre un petit peu en perspective. Le problème d'un usage malveillant, c'est qu'il suffit que d'une seule fois pour après poser énormément de problèmes. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est justement par la pédagogie qu'on va sensibiliser les élèves, mais également les profs, sur, je dis les profs, mais c'est aussi valable pour les équipes administratives. Hein, c'est très régulièrement qu'on voit des sessions pas fermées quand on se balade dans vos bureaux. Évitez que je passe par là. Et c'est par justement la formation, l'échange, et comme tu le disais, de passer pour le paranoïaque de service. C'est pas parce qu'on n'est pas paranoïaque qu'ils sont pas après nous, hein, mais c'est surtout justement de comprendre pourquoi on doit mettre en place ces mécanismes. Nous, on fait très régulièrement des petites formations hygiène et sécurité qu'on pourrait voir dans l'atelier. Il y a un atelier. Oui, il y a un atelier après qui est dédié et qui est vraiment la retranscription des règles élémentaires d'hygiène dans un monde informatique. Et si les gens respectent ces 5 petites règles-là, on s'évite déjà 90% de problèmes. C'est des petites choses toutes simples du quotidien qui évitent énormément de problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on continue la grille? N'hésitez pas à échanger. Hein. Il y a juste une autre question, c'est que la limite entre ce qui est dehors et à l'intérieur de l'établissement. Souvent, on a des problèmes qui arrivent qu'à la vie scolaire ou à l'administration, on essaie de régler des problèmes qui ont commencé sur Facebook, qui ont commencé sur ailleurs, à la maison par des insultes, soit insultes prof, soit insultes. Et après, il y a quelqu'un qui arrive par hasard à la CPE et on est devant une situation. Est-ce que le problème de sécurité ou d'accord pour nous de veiller à interréagir au niveau des boîtes mail des élèves, même à l'extérieur, à ce niveau-là, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? Donc là, comment régler ce problème-là? Le problème des adresses mail, des comptes WhatsApp, des comptes Messenger, Facebook et autres, c'est que si les élèves se les créent en dehors du cadre scolaire, nous, on ne peut absolument rien faire. On pourra formuler une plainte auprès de ces services-là
pour bannir le compte, exclure le compte et tout ça. Mais ça s'arrête là. Malheureusement, nous, on ne peut pas aller plus loin, puisque même si l'usage est fait, même dans l'établissement, qu'on a utilisé WhatsApp pour insulter l'autre élève ou le harceler en continu, c'est hors cadre scolaire ou même dans le cadre scolaire, c'est un service qui n'est pas géré par nos services, par nos systèmes d'information, et donc on ne peut absolument rien faire si ce n'est signaler. Mais encore une fois, ça va être l'aspect pédagogique, accompagnement contre les luttes contre le harcèlement pédagogique, enfin via la pédagogie, qu'on va vraiment résoudre le problème. La principale différence entre les générations, c'est-à-dire que il n'y a que le support qui a changé. Le harcèlement, il ne date pas du numérique. Mais la grande différence, c'est que nos élèves restent connectés entre eux quasiment 24 heures sur 24. C'est-à-dire jusqu'à 1h, 2h du matin, on est encore en train de discuter avec les copains de classe sous la couette avec le smartphone, le temps que papa et maman nous attrape, mais c'est ça la réalité. Et à 6h, on reprend. Dès qu'on est levé, avant d'avoir posé le pied par terre, on a ouvert son WhatsApp pour voir si quelqu'un a commenté. Et c'est ça qui est très différent des générations précédentes. C'est qu'ils ne déconnectent jamais entre eux. Ils sont constamment, le groupe classe est constamment ensemble. Et donc la puissance du harcèlement, elle est décuplée. Parce que quand un est rejeté il y a quelques années, il était rejeté à l'école, dans le bus, au club de judo, mais après il y avait des temps de pause. Là, il n'y a aucun temps de pause. Voilà. D'ailleurs, Jérôme, à ce propos, très récemment, dans le réseau MLF Espagne, on a eu, dans le cadre d'une réunion, des juristes qui sont intervenus pour divers problèmes présents. Et on a évoqué, les juristes évoquaient les groupes WhatsApp qui étaient constitués pour les voyages scolaires notamment, qui pouvaient comprendre les élèves participant au voyage, éventuellement les parents, pas forcément, et surtout le professeur et les élèves. De fait, au regard de la loi espagnole particulièrement, lorsque les élèves débordaient dans le cadre de ce groupe WhatsApp, comme le groupe WhatsApp avait une justification exclusivement pédagogique, la responsabilité de l'enseignant pouvait être engagée. On se retrouvait là, peu ou prou, dans le cadre d'un harcèlement qui était fait via des outils de mise à disposition par l'établissement du type messagerie ENT ou autre. C'est une petite anecdote concernant la sécurité des mots de passe. J'ai installé un sacoche pour l'établissement à Rabat. Et puis assez vite, les parents m'ont dit qu'ils avaient accès à l'ensemble des comptes des élèves. En fait, les mots de passe générés automatiquement par sacoche, ce sont les dates de naissance des élèves. Donc la sécurité, les failles de sécurité, on peut aussi en être la source, même si on est les premiers à communiquer dessus. Les audits de sécurité sont les plus difficiles à faire, puisque la moindre petite faille pourrait être utilisée. Il faut toujours penser au plus simple, puisque un piratage, c'est une équation très simple d'un gain multiplié par la volonté de faire du mal à quelqu'un. C'est exactement ça le piratage. On va essayer de pirater une banque, et il faut que ça soit simple parce qu'on pourra se faire de l'argent facilement. On va essayer de pirater des données dans un établissement scolaire pour revendre ces données au plus offrant. Des listes de mots de passe, des choses comme ça. On est à l'heure actuelle à 5 € par compte login mot de passe. C'est des choses qui s'achètent sur le darknet très facilement. Et on en achète pour 3 ou 4 bitcoins, 2000. Et après, c'est très facile. Donc, pour arriver à mettre en place des solutions de sécurité simples, rien qu'avoir une analyse des logs mis en place au travers d'un pare-feu qui va analyser le trafic, on va pouvoir repérer des pics d'utilisation anormale pour identifier des failles de sécurité. Ça va être, si on voit qu'une adresse IP à l'extérieur a ouvert tous les comptes possibles de sa coche, c'est que là il y a un problème, ou alors c'est une très grande famille et ils se sont tous connectés sur le même compte.
Voilà, c'est des mécanismes de surveillance et d'audit qui vont permettre une analyse. Je ne sais pas où est le micro. Erwan, tu parles des audits de sécurité. Qu'est-ce qui te semble judicieux? Qu'est-ce qui vous semble judicieux en termes de timing pour mettre en place un audit de sécurité? Nous, on en a eu à Mermoz, effectivement, mais comme les choses évoluent, qu'on met en place de plus en plus de choses, est-ce que annuellement, ça me paraît peut-être lourd, tous les 3 ans, en termes de pilotage, qu'est-ce qu'il faut qu'on prévoit? Alors, déjà, pour les audits de sécurité, il faut que les référents techniques utilisent des outils simples de hacking pour identifier les failles majeures. Si vous prenez un prestataire extérieur, que vous le faites venir dans votre établissement, il va utiliser le guide 101 du bon petit pirate et il va les utiliser les unes dans les autres. Une fois qu'il va voir quelques failles critiques, il ne va pas chercher plus loin, et il va venir vers vous, il va dire voilà, j'ai trouvé ces failles-là, ça vous coûtera tant. Et on vous les corrige, hein, bien évidemment. C'est des failles que vos équipes techniques sont en mesure de corriger, d'identifier. C'est des outils très simples. On pourra en échanger avec ceux que ça intéresse, pas forcément dans les rencontres numériques si des fois on n'a pas le temps, mais au travers d'emails ou de séances via le forum pédagogique, puisqu'on peut très bien échanger sur la technique via le forum pédagogique, et mettre en place déjà en interne un audit des risques de sécurité va permettre d'éliminer 80% des failles classiques, celles qu'on va trouver justement, comme je disais tout à l'heure, sur YouTube, d'utilisation, de choses comme ça. Une fois qu'on a réglé ces failles-là, il est intéressant de faire un audit par des professionnels de ce qu'on va appeler des pen testing, donc des tests de pénétration de réseau, qui vont là, vu que les failles classiques vont être corrigées, ils vont vraiment rechercher les vraies failles de sécurité. Par exemple, lors de ma première mission à Mermoz, j'ai lancé un outil tout bête et j'avais détecté plus de 175 failles critiques ou majeures. Si je prends la liste et qu'elles sont corrigeables une à une, mauvaise mise à jour de tel applicatif, mot de passe par défaut encore gardé, c'est des choses toutes bêtes qui sont corrigeables très facilement et qui, si on va utiliser un prestataire externe, va nous coûter très cher, alors qu'en fait, on aurait pu le corriger tout seul. Donc je pense que déjà, un audit soi-même, par l'établissement, par les référents techniques, est la première étape pour trouver et corriger les failles importantes. Voilà. Ça veut dire aussi que par rapport à notre outil d'autopositionnement qu'on a évoqué tout à l'heure, le curseur peut avancer, mais il peut aussi reculer, puisque avec l'installation de nouvelles machines, ce qui avait été à un moment corrigé ou mis à jour ne l'est plus dans 3 mois, 6 mois. Et tout à fait. Peut-être davantage encore sur ces questions-là que sur peut-être les autres domaines de l'outil d'autopositionnement. Et par exemple, un site WordPress, WordPress se met à jour quasiment toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines en ce moment. Rater une mise à jour, c'est rouvrir une faille de sécurité complète du site web de l'établissement. Et après, ça va être un hacker qui va passer, qui va mettre un exemple qui nous est arrivé, des pubs de vente de Viagra, etc. Oui, pour nous, la MLF, on n'a pas de risque financier, on ne va pas se faire voler de l'argent par le travers du site web. Par contre, on va avoir cela va porter à l'atteinte à notre image. L'image de l'établissement, la confiance que les parents mettent dans nos établissements. Et là, ça peut avoir un impact financier très, très dangereux. Donc, justement, il y a un moment dans le tableau où on va parler justement des mises à jour. Et ça va être valable, les mises à jour, pour tout, à la fois des logiciels, mais également des équipements. Une borne Wi-Fi, par exemple une borne Wi-Fi de la marque Microtik, si elle n'est pas mise à jour, avec un simple smartphone, on peut mettre le feu à la borne Wi-Fi. C'est tout simple à faire en place, c'est juste une ligne de commande à taper. Et si la borne Wi-Fi prend feu et que l'établissement prend feu, ça devient dangereux. Et c'était juste une mise à jour à faire pour sécuriser le système. Alors, il faut être relatif et voilà.
c'est vrai qu'il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa et s'imaginer que n'importe qui va faire n'importe quoi. Mais c'est bien de se garder en tête les worst case scénarios pour justement essayer de repérer naturellement où est-ce que sont nos failles. Et on va vite revenir à ce qu'on disait au début, que notre principale faille, ça va rester l'humain. Et on en revient sur l'accompagnement des humains. À l'heure actuelle, les 3/4 des piratages, c'est les humains. Ça ne va pas être les machines. Voilà. Micro. C'est bon. Ah. Attends, Alexis, il y a du micro? Oui, c'est éteint le micro? C'est des choses qui arrivent. Bah alors. Monsieur Lamarche. Oui, pour aller même plus loin que ça, un des problèmes qu'on a aussi dans les établissements, c'est les équipements personnels des enseignants. C'est une faille énorme au niveau de la sécurité. C'est que les équipements sortent de l'établissement, on ne les contrôle pas, ils reviennent dans l'établissement et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je vais même plus loin, c'est que maintenant nous avons des équipements qui sortent, qui sont à disposition des élèves. Par exemple, les iPads des élèves qui sont en one-to-one. Les iPads sortent, vont chez les parents et reviennent dans l'établissement. Les parents sont aussi demandeurs d'une sécurité à ce niveau. Alors, pour l'usage du matériel personnel des enseignants, c'est vraiment quelque chose de pas recommandé puisqu'ils vont se connecter au réseau et quand on va se connecter au réseau, on va être derrière le pare-feu. Donc du coup, déjà une première partie de notre mécanisme de sécurité va être désactivée parce qu'on va utiliser l'équivalent d'un cheval de Troie. Le PC va être vérolé à l'extérieur, va re-rentrer dans le réseau de l'établissement et va compromettre le système. Si l'enseignant a un ordinateur portable professionnel fourni par l'établissement scolaire, là, le système d'information va pouvoir mettre en place des systèmes d'anti-malware, virus, etc., monitoring, pour justement, même à l'extérieur du périmètre de l'établissement, pouvoir toujours contrôler la sécurité de ces terminaux. Et c'est valable également pour les iPads, les tablettes, bref, tout terminaux. C'est-à-dire qu'on a eu le cas dans un établissement où un professeur était bloqué sur l'usage du Wi-Fi, et plutôt que d'aller voir le système d'information et de dire « j'aimerais bien avoir le Wi-Fi pour travailler avec mes élèves », a ramené de chez lui une borne Wi-Fi et l'a branchée sur le réseau administratif. Et tous les élèves s'y sont connectés. C'est tout bête, hein, mais on en revient justement. C'est pour ça que le dialogue entre équipe pédagogique et équipe système d'information a tout son sens, puisque nous, système d'information, on nous le répète assez souvent, voilà, on n'est pas là pour vous embêter, on n'est pas là pour vous empêcher de travailler. Par contre, des fois, on ne se rend pas compte de vos besoins. On n'est pas enseignant, moi je ne suis pas enseignant, j'ai un aperçu de vos besoins, mais je ne le vis pas au quotidien. Et c'est au travers d'un échange, d'un dialogue, même une fois par mois, autour d'un comité numérique, de définir les règles, les besoins. Bien évidemment, le chef d'établissement priorise les besoins, parce qu'on reste des petites équipes et on ne peut pas tout faire en même temps. Donc, on va vraiment avoir ce trinôme technique, pédagogique et administratif pour réfléchir et éviter justement les dérives. Et par contre, dès qu'il y a dérive, là, il faut tout de suite intervenir. C'est-à-dire que le système d'information met en place des mécanismes pour éviter que ça se reproduise, mais également au chef d'établissement de driver l'équipe pédagogique en leur disant « on a bien compris que vous aviez un besoin et que voilà, mais ce que vous avez fait est dangereux ou pose problème. Il y a des règles, il y a des process, c'est à tout le monde de les respecter. » Laura ? Sur ce point spécifique concernant les laptops personnels que les profs cherchent à l'établissement, ils ont besoin, le besoin existe parce que parfois les postes de l'école ne suffisent pas, ils ont besoin de se connecter et de travailler. Donc le mois passé, on a travaillé sur ce point parce que c'est une faille aussi de sécurité. On a isolé le VLAN de Wi-Fi prof
Donc les profs amenant leur laptop personnel se connectent comme visiteurs, donc ils ne peuvent plus accéder au serveur. Et ils ont des accès limités, donc comme ça on a protégé. Tandis que les laptops qui sont utilisés dans les salles de labo et qui ont besoin de Wi-Fi sur le réseau prof, donc c'est le système d'information qui met la clé et qui est cachée, que les élèves ne peuvent pas voir. Et dans les deux cas, les profs se connectent en utilisant le LDAP, leur compte spécifique. Et sur le même réseau externe de visiteurs, on a créé sur le pare-feu un compte pour les visiteurs. Donc on peut voir s'il y a une erreur sur le pare-feu et tout, de qui provient cette erreur. Donc aussi ça, on a travaillé récemment, c'est pour cela que j'ai aimé partager. Un dernier point concernant les chartes. La charte, la charte, elle est signée par les élèves, mais parfois les élèves ne la lisent pas suffisamment ou ne la comprennent pas. C'est pour cela qu'on a proposé que peut-être dans la vie de classe, que ça soit discuté avec les élèves, ça de un. Et il n'y a pas une charte de sécurité informatique signée par les employés, les collaborateurs. Donc on est en train de rédiger une. On a commencé, mais ça doit être aussi mis en place, qu'on pourra la partager aussi avec les autres. Merci. Jean-Charles. Aussi sur ce point, parce que c'est un des éléments où j'ai changé d'avis depuis Saragosse, le premier Saragosse, c'est qu'aujourd'hui, nous, on va vers l'équipement des enseignants et de tous les enseignants en iPad. C'est vrai que les premières années, quand on s'est rencontrés à Saragosse, où on démarrait un petit peu le processus, j'étais réticent, je trouvais que c'était un peu un luxe, et voilà. Mais aujourd'hui, je suis persuadé que c'est une des clés, pour contrôler effectivement, ça reste des iPads de l'établissement, et par contre, à l'inverse, pour que ça ne soit pas lourd financièrement, nous, le choix de l'équipement en iPad d'élèves, il est bien acheté par les familles, et nous avons une convention de cession des droits d'administrateur. Voilà. Donc, on n'achète pas, on n'aurait pas la capacité d'acheter 300, 600 iPads. On n'aurait pas pu faire le projet sur l'ensemble du collège si on n'avait pas été sur ce schéma-là. Mais par contre, pendant tout le temps de la scolarité de l'élève, il y a bien une convention qui nous dit que l'iPad qui ne nous appartient pas, on en a les droits d'administrateur et on le gère. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on l'a. Il y a deux interventions, mais juste. Oui, avec le MDM. Deux autres interventions. Voilà. Vas-y, Jean-Charles. Oui. Mais cela étant, ce point est important, il faudra y revenir sur l'équipement des enseignants. On ne peut pas parler de numérique, ou est-ce qu'on peut parler de numérique dans un établissement sans se soucier de l'équipement des enseignants? Oui, Jean-Charles du lycée français d'Alicante. J'entame ma 15e année au lycée. On a un peu la même structure avec du Scribe et EOL. On a en plus Horus, la partie administrative du projet EOL de Dijon, qui marche très très bien. J'ai voulu aussi essayer Éclair, puisqu'en fait il y a toute une batterie derrière qui était intéressante. Voilà. Mais bon, on est resté avec IPFire. La suite, bon, pour nous ça suffit. On a plusieurs réseaux qui sont donc séparés, administratifs, pédagogiques, etc. La gestion des Wi-Fi se fait sur des réseaux virtuels indépendants complètement. On a une partie pour les laptops du lycée sur la pédagogie. Personne n'a accès au mot de passe. Sur la partie libre visiteur, on pourrait avoir avec des coupons, le système de coupons classique qu'on a dans les aéroports pour isoler en fait tous les autres ordinateurs et intervenants. Le point un petit peu délicat, c'est surtout la charte, effectivement. C'est là où on se retrouve avec plein de petits soucis qu'on a entendus un peu partout. Les mots de passe, on a l'impression d'embêter tout le monde à vouloir changer les mots de passe ou qu'on mette des mots de passe complexes, etc. L'introduction des ordinateurs ne comprennent pas, puisqu'en fait, je configure les switches, donc c'est déjà un petit peu plus verrouillé. Alors en fait, on passe souvent pour les agitateurs du truc, et je pense qu'en fait, il faudrait avoir je ne sais pas si c'est possible, mais une réflexion commune, peut-être de votre part aussi. Après, on peut peut-être personnaliser dans les établissements s'il y a mais je pense qu'on a réellement besoin de ça, d'une méthode, de certaines règles, notamment, oui, voilà, les mots de passe à changer régulièrement, des exigences de la part de la mission laïque, je pense, qui nous aiderait en tout cas, informaticiens derrière, à expliquer pourquoi
et faire un petit peu le relais de ce que vous venez de nous dire. Et voilà, dans l'ensemble, autrement, on n'a pas eu à part effectivement les fermetures de sessions, mais on n'a pas vraiment de soucis au niveau piratage. On n'a pas de problème de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on attend ça. Après, pour tout ce qui est aussi surveillance, là, c'est un manque de temps considérable. C'est impossible. Ça, c'est le gros souci. Surveiller les logs, que ce soit des proxys, que ce soit du serveur web, que ce soit des switches, que ce soit tout ce qui communique. Enfin bon, tu connais le truc. C'est impossible. On n'arrive pas à trouver le temps. C'est impossible. Le temps, c'est... Aussi bien la restauration aussi, d'ailleurs. Pour les logs et pour l'analyse des logs, ces dernières années avec le machine learning, donc les intelligences artificielles qui vont analyser, identifier les problèmes en amont, on a la possibilité de mettre en place, on est déjà dans le temps, de mettre des mécanismes en place pour justement éviter que ça soit quelqu'un qui soit chargé de le faire. Le risque de ça, c'est l'alerting. Moi, c'est très régulièrement le soir à 3-4 heures du matin que j'ai Nagios qui me téléphone parce qu'il y a eu un souci sur tel ou tel réseau. Donc, il faut après mettre en place des mécanismes, des procédures de, comment dire, pas d'astreinte, mais un peu de qui fait quoi et qui intervient à quel moment. Donc, si j'ai bien compris, là, on en arrive au temps de conclure. Dernière question, oui, là-bas. Juste derrière vous, voilà. Ouais, pardon. Fabrice Leroy, Parce que c'est juste qu'on ne perde pas de vue. On a à travailler, même si c'est que pour 2 minutes, mais ça nous prendra bien un petit quart d'heure, à la restitution de ce qu'on s'est dit et de savoir aussi qui ou quels sont ceux qui et comment s'y prendront pour faire cette forme. Ouais, bon, va falloir conclure. Ok, alors je vais être très rapide, c'est plus une question qu'un témoignage. Donc à Addis Abeba, le numérique est Enfin, quand je suis arrivé, je suis tout nouveau en tant que professeur, j'ai un passif dans l'informatique. Du coup, j'ai un métier de professeur et on m'a mis le rôle référent technique pour la refonte du réseau. Donc on est en train d'installer des VLAN, tout ce qu'on est en train de dire. À plein temps. Le souci, c'est que moi, j'ai même pas un mi-temps, parce que je découvre le métier de professeur. Je voulais savoir dans quel cas la MLF pouvait nous aider là-dessus. Donc là, moi, j'ai fait des appels d'offres, j'ai écrit un cahier des charges, les requirements, tout ça pour que les équipes de réseau d'Addis Abeba viennent nous aider. Pour parler clairement, la compétence n'est pas folle en interne, les ingénieurs découvrent un peu le métier. Je voulais savoir si la MLF pouvait nous aider sur ce chantier-là. Ça tombe bien, le directeur général est présent dans la salle. Alors, dans quel cadre? Comment ça se passe? Au micro. Le micro. Ah ok. Mais on aide, on a aidé d'autres collègues. Prochain congrès. Donc on aide. Quand on peut aider, on aide. Un petit établissement de 1800 élèves, c'est vrai que... On préfère accompagner plutôt que de vous laisser partir et découvrir des problèmes. Tout seul. Allez. Rapidement, juste le souci qu'on présente comme référent technique, c'est par exemple là quand les proviseurs ils ont des portables et ils doivent sortir à l'extérieur. Donc parfois pour sécuriser un petit peu. Donc nous comme solution, on a trouvé, il y a la dernière inspectrice qui venait de la MLF, lorsqu'il est venu avec son portable, il est venu avec, lorsqu'il s'est connecté, il se connectait à un proxy, Telson Academy. Donc, et ça nous a donné une réflexion à mettre en place. Comme ça, même si un prof ou un proviseur il sort, on va essayer d'installer un proxy au niveau du serveur qui se connecte d'abord et après, il peut être sécurisé un petit peu. C'est une très bonne idée. En 5 secondes, c'est une très bonne idée. Mais acheter un VPN va te faire gagner énormément de temps et t'offrira le même système de protection. Parce que gérer un proxy, c'est énormément de temps. Et j'ai fini, on peut arriver... J'ai une frustration absolue. Juste un point, parce que je ne peux pas laisser notre collègue d'Addis Abeba. La façon dont il aborde la question est quand même expressive d'une situation où on voit bien que, bon, d'abord, c'est un établissement qui va bientôt atteindre 2000 élèves quand même. Il a un rattrapage énorme à faire dans tous les domaines. Et là, c'est une vraie question de management général et de non-prise de conscience peut-être locale et par nous de ce que, justement, c'est pas du bricolage qui va permettre, en s'appuyant sur la bonne volonté de collègues, qui va permettre de résoudre la question. Non.
Donc ça fera partie en effet d'ici la conférence stratégique d'Addis Abeba de décisions fortes sur le sujet. Voilà. J'ai joué l'une des différentes missions, j'ai pris des notes, j'ai essayé, alors ça colle plus ou moins au tableau, mais pour essayer de faire évoluer, pour recueillir quelque chose. Dans les missions, il y avait l'animation, il y avait des débats, il y avait essayé de prendre quelques notes, et puis on a une petite restitution demain matin à assurer sur ces échanges, peu importe la forme, mais c'est 2 minutes de restitution. J'ai l'impression qu'on a évoqué à la fois des procédures, des normes, des actions pour assurer de la sécurité. J'ai l'impression que vous avez tous souligné aussi la nécessité de sensibiliser, de mobiliser, de faire de l'éducation qui, sinon, ne permettent pas l'application des dites règles. Vous avez parlé des enjeux autour de la charte, donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs enjeux qui se dégagent, de même que la question de professionnaliser et de prendre au sérieux ces questions-là. En creux, j'ai l'impression que les exigences de sécurité, les enjeux autour de la sécurité font consensus, et que les propositions dont vous n'avez peut-être pas pu prendre connaissance dans le détail, en tout cas, l'idée de cette démarche-là semble plutôt faire consensus. J'ai l'impression qu'en creux, la conscience des enjeux de sécurité sont partagés. C'est un peu une évidence, mais voilà, moi ça me frappe plutôt, et que vous essayez tous, d'une façon ou d'une autre, de mettre en œuvre et d'assurer la sécurité des systèmes d'information, des installations, des équipements qui sont déployés dans vos établissements. Non mais je trouve ça pas négligeable. Oui, on voit qu'on a avancé pendant un certain temps. Je vous fais une proposition de 3-4 pistes de synthèse en fait, vous avez vu. Je vais renoter ce que je viens de dire parce que pendant que je parle, personne ne prend des notes. Pardon. Mon temps. Oui, oui. Il y a quand même quelque chose qui est revenu là tout le temps, c'était l'histoire de la confiance, de la paranoïa, de l'impression qu'on donne aux collègues de surproblématiser les choses, de leur créer des contraintes. Il y a quelque chose du domaine de la confiance qui n'est pas en place par rapport à nos collègues. Ici, peut-être, on est tous sensibles à ça, mais dans les équipes pédagogiques, ça n'est pas du tout. Et il y a la première cellule, la E7, au tout début, là, c'était le comité numérique. Et il me semble que c'est un bon outil pour la confiance. Nous, à Rabat, on n'a pas du tout été capable de le mettre en place, pas encore, parce que le réseau informatique est très récent. Les problématiques informatiques sont aussi abordées peut-être avec un peu de légèreté. Et ce point-là, ce comité numérique, peut-être qu'il peut nous aider. Nous, il n'existe pas, les décisions, elles se prennent à 2, à 3, avec un proviseur. Ouais. C'est léger. On n'a pas de collègues dans les comités numériques, du coup, il n'y a pas de redescente d'informations vers les équipes pédagogiques. Et ça manque beaucoup. Moi, je me sens un petit peu seul, et je voulais savoir si vous, dans vos établissements, vous avez pu réellement mettre des comités numériques en place. Ouais. Vas-y. Michel Arraza, proviseur à Murcie. Justement, je voulais rebondir sur ce que vient de dire le collègue de Rabat, puisque pour la mise en place des tablettes qu'on a introduit cette année en 6e, 5e, on a mis en place un comité numérique avec notre référent numérique, avec des enseignants pour travailler sur les aspects techniques et les aspects pédagogiques. Il a réellement trouvé une valeur ajoutée. Que ce soit nous par rapport au niveau de l'équipe de direction sur l'idée qu'on se faisait du projet, sur l'analyse, sur les choses qu'il nous faut améliorer pour l'année prochaine, et puis sur l'accompagnement, la formation des collègues. Ouais. Et si je peux rajouter, il y a eu aussi une plus-value pour beaucoup de comités numériques qui ont été faits, et je remercie les collègues de m'avoir envoyé les rapports de ces comités numériques, parce que nous, pour le siège, c'est important, ça nous permet de comprendre la logique des projets que vous mettez en place, et nous, pouvoir commencer à réfléchir à l'aide qu'on peut vous apporter au travers de ces comités numériques. Oui, alors pour témoigner aussi, parce qu'à Mermoz, on a mis en place un comité numérique. Alors effectivement, ça nous a permis de lancer plein de projets. Je remercie parce qu'en plus, on les fait en visioconférence avec Erwan et Gaël à chaque fois, donc tous les mois ou tous les mois et demi.
Mais par contre, moi, ce que je me suis noté, et ça revient sur le fait, c'est que je me rends compte que le comité numérique, il reste trop restreint aux personnes qui en font partie. Et donc, l'un des objectifs majeurs à venir, voilà, que j'ai noté, c'est qu'il faut absolument communiquer par rapport à toute la communauté éducative. Et pas seulement les profs, mais également les parents, les élèves, etc. Et ça sera l'un des objectifs, à mon avis, du comité. On en parlera, je vous le dis à vous, parce que vous ne serez pas avec nous demain, mais justement sur l'accompagnement au changement, aux transitions éducatives, je ne peux pas ne pas rebondir. Demain sera présenté justement un exemple d'un de nos établissements nord-américains. La communication, elle est hebdomadaire, en direction des familles, des élèves, des enseignants, justement sur ces questions-là. On ne néglige pas, c'est pas de temps en temps on fait un point, non, c'est Newsly. Oui. Mais je rebondis sur ce que tu dis, puisque nous aussi, également au siège, on a pris conscience de cette communication vers nos collègues, et on a essayé de mettre en place des cafés geeks, où justement, un point à la suite de ces comités numériques, on se réunit avec les collègues dans un cadre agréable, autour d'un café ou d'une boisson chaude, et on va discuter des comptes rendus de ce comité numérique, mais également en profiter pour faire de l'acculturation du numérique et échanger sur différentes technologies. Donc c'est quelque chose que même nous, au niveau du siège, où on n'est qu'une trentaine, il y a ce besoin, il y a cette nécessité. Vous comprenez pourquoi on relie étroitement cet atelier avec la culture globale de l'établissement. Si c'est injonctif et si c'est imposé par le haut, très vite c'est rejeté. On est d'accord. Et tout le problème, c'est d'arriver à faire en sorte que ça devienne une nécessité. Mais pour ça, et je pense que c'est l'objet des 48 heures qui suivent, c'est comment arriver à aboutir à une appropriation générale de cette préoccupation-là. Moi, je suis le premier à dire à Erwan que le nombre de ces verrous, contrôle et autres, franchement, ça me sort par les yeux parfois. Mais je comprends. Mais oui, je le dis. On a ces dialogues. Mais c'est nécessaire, c'est incontestable. Quand on était... enregistré, là. Quand on a vécu, et quand on a vécu, comme je l'ai vécu, avec le piratage il y a janvier 2017. Et que combien d'établissements se sont trouvés en panne 17. Avec combien de parents d'élèves qui viennent dire mais le djihad est passé sur vos écrans, qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai compris quand même. Palma, c'est ça qu'il faut expliquer aussi. Palma et Molière aussi, où c'est passé dans la presse. Ça, c'est vraiment derrière pas mal des éléments du tableau, il y a un sens. L'idée d'avoir une connaissance du parc, de l'obsolescence du parc, si on veut avoir une politique d'équipement, si on veut avoir un budget, si on veut avoir une programmation pluriannuelle, etc., il faut connaître le parc. Et c'est l'intérêt de tout l'établissement. Et donc c'est vraiment pas juste faire peur, mais montrer l'intérêt, le sens pour... C'est ça qui est difficile derrière toutes les exigences techniques. C'est ça qui me paraît nécessaire. J'ai employé le terme de pédagogie de la sécurité et on évoque aussi la possibilité de passer des niveaux de certification tant du côté des élèves que des professeurs, dans lesquels des compétences telles que les connaissances de la sécurisation, mise en sécurité des données, etc., sont exploitées. Est-ce que c'est possible concrètement pour les établissements à l'étranger, je pense au C2I, pour les personnels? Comment? Et on est également en train de travailler avec une société spécialisée dans la sécurité informatique qui s'appelle Sophos pour également certifier nos personnels qui utiliseraient des produits Sophos, tout à distance, des modules d'une semaine pour justement échanger sur les bonnes pratiques de sécurité et certifier nos collègues. C'est des choses que nous sommes en train de travailler au niveau du siège. Il reste 2 minutes pour la restitution, Alors, mais peut-être... Pour le moment, on a ça comme restitution, comme synthèse. Oui, c'est pas très geek. Non, je voulais juste dire ce que j'ai noté, et pour savoir si ça fait consensus. J'ai noté un élément de synthèse, que l'enjeu autour de la sécurité semble être une préoccupation plutôt partagée. La deuxième chose
que cette sécurité, elle repose sur des outils, des mesures techniques, mots de passe, pare-feu, DNS, etc. Mais troisièmement, que c'est assez fondamentalement des conduites humaines, d'où l'intérêt de la sensibilisation, de l'éducation des élèves, des personnels, voire formation, éducation à la sécurité, avec éventuellement de la certification. Et le quatrième élément, vous avez dit, il faut partager, il faut s'appuyer par exemple sur une instance, comme un comité éducatif. Comité numérique. Un comité, pardon. Pour bâtir la confiance. Pour bâtir de la confiance et pour ancrer... Élargir, ne pas rester dans un petit comité numérique, élargir, communiquer dans la communauté en lien avec la culture de l'établissement. Communauté qui inclut parents, on est bien d'accord, parents, élèves. J'essaie de vous rendre compte d'une possible synthèse. Oui. Mais oui, on pourrait l'envisager. À Massignon, ils ont inclus les parents, les fédérations de parents d'élèves à Massignon. Il n'y a pas une réponse, il n'y a pas la bonne réponse. En fait, c'était un petit peu résumé. Pardon. Voilà, on a notre dans ce qui rapporteur. partage à nous. Non, c'était juste pour vous faire participer, enfin, prendre connaissance de mon expérience. C'était à peu près il y a 5-6 ans. Je faisais le tour. J'étais un peu responsable. Je reprenais, je donnais des idées, je partageais du réseau MLF Espagne. Donc je me baladais un petit peu dans tous les lycées. Et donc c'est là où on a installé les scripts. J'ai 2 collègues à côté que je connais depuis ce moment-là. Et je pense que, parce que là on vient de me dire qu'ils ont gardé un peu les mêmes outils. Après, c'est un peu ça rejoint un peu Erwan, quoi. C'est juste informer, aider. D'ailleurs, quand il y a des nouveaux lycées, il y a eu le lycée de Valladolid qui se construisait à ce moment-là. Ici, il y avait aussi une extension. Et en fait, je pense que c'était positif. On avait au moins informé et partagé les connaissances de chacun. J'ai appris aussi avec eux, ils ont appris avec moi, et je pense que ça, c'était assez positif. Ce qui rejoint tout à l'heure donc ce que vous disiez sur le partage de connaissances. On peut imaginer, mais on peut imaginer là très sérieusement qu'il y ait également le forum pédagogique pour justement des temps de rencontre. C'est des capsules d'1 heure en présentiel, par visioconférence. Ce n'est pas l'outil informatique pour le coup qui devrait vous freiner pour son usage. Les enseignants le font, ça se développe à vitesse grand V. On a 2000 inscrits depuis la rentrée, plus de 2000 inscrits, volontaires, libre choix total, pour se rencontrer, échanger entre pairs sur des sujets qui les concernent et qu'ils partagent. Donc ces espaces-là, il faut aussi que vous vous en empariez. Non, je veux juste dire, déjà, nous on avait pris conscience en fait qu'on était chacun à notre fenêtre, mais qu'il y a une fenêtre juste à côté de nous où quelqu'un avait le même combat. Et que c'est vrai que ces échanges sont importants, je crois, pour nous rassurer simplement et nous enlever un peu de stress, savoir qu'on a des appuis possibles de tous les côtés. Je voulais dire aussi qu'au niveau des chartes, en parlant de la charte, j'ai oublié de mettre quelque chose, c'est que ce n'est pas seulement les problèmes de sécurité, le respect de la propriété intellectuelle, c'est très difficile à faire passer auprès des collègues. Personne ne veut se faire voler son compte en banque ou quoi que ce soit, mais leur expliquer qu'il faut vraiment qu'ils aient un souci, qu'ils respectent la propriété intellectuelle, que ça peut avoir déjà par respect du créateur, mais surtout pour protéger l'établissement contre une possible attaque, on peut très bien avoir un procédurier qui n'accepte pas, par exemple, qu'on ait diffusé un film, qui veut vérifier qu'on ait les licences. Et ça aussi, c'est un problème. Il y a 2 problèmes. Il y a ça la a à voir avec une mission éducative aussi. Oui, mais voilà, moi cette année, par rapport à la RGDP, on a réélaboré la charte, on a voulu la faire signer aussi par nos personnels pour responsabiliser tout le monde. Et pour leur expliquer en quoi nous on surveillait, quel comportement ils devaient avoir. Et quand on a voulu faire passer cette charte, on a eu une levée de boucliers assez impressionnante. Ni le chef d'établissement ni moi-même ne s'y attendaient. On pensait faire passer un document. Il a fallu rappeler à des collègues de travail quand même que la charte n'était pas la loi, que la loi existait avant la charte, qu'on faisait juste que matérialiser du bon sens en fait à travers un document, mais que en fait le document, comme on disait, par rapport au harcèlement, la loi est déjà là, etc. On est juste en train de réordonner, de rappeler aux gens, à travers une charte, des bons comportements et tout. Et en fait, on dirait que quand on rappelle aux gens, on essaye de leur expliquer ce qu'il faut faire ou pas, on est du coup la cause de toutes ces contraintes, en fait. Et en fait, on lutte contre la facilité des usages, etc. Mais non, mais c'est parce que le sens n'est pas partagé.
la nécessité n'est pas partagée. Je pense d'ailleurs qu'un des obstacles, je mets ça sur la table, de cette réflexion-là, c'est quand on parle du numérique, c'est comme un ovni. On devrait dire que nous sommes aujourd'hui dans une vie sociale et un échange pédagogique à l'école qui est en voie de dématérialisation complète. Voilà. Et là, ça voudrait dire qu'il faut commencer à se remuer, que c'est une affaire générale. Guillaume, j'espère que tu as pris la phrase, elle était... La nécessité est à partager, à partager doit faire sens, nécessité de sécurité, nécessité de respecter le droit à la propriété intellectuelle. Oui, j'essaye. Qui restitue? Jean-Charles avait l'air de se dévouer pour la restitution. Je donne un coup de main, je propose des notes et un support. Mais 2 minutes top chrono? Oui. Bah, pour moi, ça reste... Il vous passe son... Il passe le résumé. Bah oui, comme ça Donc vous avez un support et puis vous petit brodez. peu, On va faire comme ça pour cette première. J'ai noté ça. Il y a pour le 33 moment. sessions, donc on aura 33 restitutions au final différentes, mais j'espère différentes. Joli. Mais si ça te convient. Moi je trouve bien, oui, la sécurité est un enjeu partagé, un objet de consensus. Elle repose sur des outils, des mesures techniques, mais aussi surtout sur la sensibilisation, l'éducation, élèves et personnel. Cet enjeu doit être partagé, par exemple dans une instance, le comité numérique, mais il faut élargir et communiquer. La nécessité est de partager, il doit faire sens, nécessité de sécurité, nécessité de respect le droit et de la propriété intellectuelle. Eh ben, Ouais, on s'applaudit. Merci à vous tous pour ces échanges et cette construction. On n'en arrive pas à un produit fini, même après ces discussions. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous, ou même à échanger entre vous, pour qu'on complète ces réflexions ensemble et qu'on arrive justement à la meilleure définition de ce qu'on attend au niveau de l'aspect technique et administratif des systèmes d'information.